Vous écoutez l'affaire Michel Lambin, deuxième partie. On va trouver des éléments matériels qui font penser que M. Guéret est bien passé là. Bernard Mascarelli, commandant PJ de Nice. On va retrouver la voiture, on va retrouver de mémoire un agenda caché. Dans la foulée, on va aller interpeller M. Lambin. Et puis on aura ce qu'on appelle chez nous, en jargon, un magnifique PV de chic. Ah, il est au courant de rien, il ne sait pas qui est Guéret, il a vu personne. La police pense que Jean-Yves Guéret a peut-être été enterré sur ce terrain. On fait appel à un tractopelle et sur une zone qui est un petit peu plus meuble, on va pousser les recherches. Le terrain a été remué il n'y a pas longtemps, donc on va attaquer et on va trouver le corps de Jean-Yves Guéret. C'est déjà un corps momifié qui a été enterré dans la terre nue avec des impacts de balles, de plusieurs projectiles. Il n'a plus de pieds. Est-ce que c'est Lambin qui lui a coupé les pieds? On pense plutôt que ce sont des animaux qui ont commencé à faire disparaître le cadavre. Une fois qu'on trouve le corps, on prend M. Lambin à la PJ Nice et on le remonte sur le plateau de Cossol afin de lui présenter le corps. Là, il saura que c'est Jean-Yves Guéret. Il reconnaît sa participation à l'ensevelissement du corps. Le lendemain, donc, je lis cet article de journal, je m'en rappellerai toujours. David Guéret, frère de Jean-Yves Guéret. On a retrouvé la dépouille de mon frère, enterré sous 80 cm de terre, c'est-à-dire comme un animal. Ce qu'on peut lire, c'est le cadavre d'un repris de justice ou d'un ancien fiché au banditisme, ce qu'on veut. Oui, c'est une vérité. Mais il se résume à ça. Mais c'était qui? Là, c'est un homme qui est mort. C'est mon frère. Ça fait mal, ouais. Je me souviens bien, là, dans cet article, je lis un nom qui, pour moi, m'était complètement étranger. Michel Lambin. Berger à Cossol. Quelle idée, enfin, je veux savoir, c'est quoi déjà, c'est quoi cet endroit, c'est quoi? Peu avant sa disparition, Jean-Yves Guéret il était en affaire, entre guillemets, avec Michel Lambin, et on pense qu'ils étaient en train de préparer une évasion. Ce projet d'évasion concerne Émile Fornazari. C'est un garçon qui a fait des braquages de bijouterie, des braquages d'établissements bancaires, qui s'est installé ensuite dans le stupéfiant. Avec Monsieur Fornazari, on est là dans la crème du banditisme des années 80 sur la Côte d'Azur. Nous, on retrouve des lettres qui décrivent un plan pour une évasion, qui mettent à jour des cellules qui sont la cellule de Monsieur Fornazari. On trouve une échelle métallique, des bandeaux gendarmerie nationale qui pouvaient permettre de décorer un hélicoptère en hélicoptère de gendarmerie. Tous les éléments permettent de penser que ce projet était réel. Est-ce qu'il y a eu un différend entre les deux hommes? Donc, il y a eu une discorde qui aurait eu lieu concernant une somme d'argent. On parle de 28 000 € au total. Michel Lambin voulait garder l'argent pour lui. Mon frère, peut-être, aurait menacé de tout dire ou de balancer les choses pour représailles. Ça aurait pu dégénérer parce que mon frère serait monté armé. À l'arrivée, il sort de la voiture, il doit être véhément ou pas. Michel Lambin a un fusil, il tire 2 coups de fusil, l'affaire est réglée. Circulation bloquée à l'arrivée du convoi, escorte renforcée par 2 équipes du GIPN. C'est un procès sous très haute surveillance qui s'est ouvert ce matin à Nice. Michel Lambin comparaît pour l'assassinat en 2004 de Jean-Yves Guéret. Le corps de la victime avait été retrouvé enterré sur son terrain à Cossol 1 an après. Au départ du procès, il explique qu'il y avait une tierce personne qui a abattu Guéret et qui a pris la fuite, il ne le connaît pas. Enfin bref, c'est une histoire pas très crédible. Mordicus, c'était non, c'est pas moi, je vais pas payer pour ce que je n'ai pas fait. Là, coup de théâtre, il se met en pleurs. Comme un enfant pris en flagrant délit de bêtise. C'est légitime défense. Là, c'est sorti, oui, c'est moi, mais c'est pas fait exprès. C'était encore un mensonge.
Malgré tous ces changements de version, il a été reconnu coupable d'avoir tué mon frère en ayant prémédité son geste. Il est condamné à 20 ans et en appel, il a été défendu à l'époque par Éric Dupond-Moretti. Il est condamné à 18 ans de réclusion. Ça a été un soulagement, ouais. C'est la justice. C'est la justice. À partir du moment où Michel Lambin est condamné, il y a une sorte de libération pour Nicole Rossi. Et elle a parlé sur beaucoup de choses, sur beaucoup de personnes. Florence Ludy, sœur de Robert Ludy. Elle dit qu'il a tué mon frère. En décembre 2002, il y a Robert Ludy qui donne pas signe de vie à sa famille et donc sa sœur est particulièrement inquiète parce que c'est pas dans ses habitudes, c'est un homme qui a une vie complètement paisible. Sa sœur se dit mais c'est pas normal, donc elle se déplace devant l'école où il exerce le métier de gardien. J'ai retrouvé mon frère dans sa voiture, sur le parking. Il était allongé, la tête reposée sur le siège passager avant. Le parking était assez mal éclairé. Je pensais qu'il avait fait un malaise. En attendant les secours, je me suis assise par terre à côté de son corps, en lui tenant la main. Je voulais pas croire qu'il soit mort. C'est les pompiers qui m'ont dit « Votre frère a été tué, il a pris les 2 balles dans le bas du visage. » Ils m'ont achevé là. Grâce au travail des légistes, on va comprendre qu'il n'est pas mort sur le coup. Luc Tranduy, avocat de la famille Ludy. Et qu'il est resté couché dans son véhicule, à agoniser, à perdre son sang, alors même que les enfants et les parents arrivaient à l'école le matin. Tout le monde est passé à côté de son véhicule sans se rendre compte qu'il était mort. Le mode opératoire, c'est une exécution froide. Un homme qui s'est approché de la voiture, qui a tiré à 2 reprises dans la tête, qui n'a laissé aucune chance. Seules des personnes avec une détermination extrême, avec une cruauté extrême, sont capables de sang-froid, d'attendre une personne et de l'abattre de 2 balles dans la tête à bout portant. La façon dont il a été tué, on pouvait penser effectivement à un règlement de compte. Sauf que très vite, les enquêteurs, ils ont dit que c'est pas possible. Ce n'était absolument pas un voyou. C'était vraiment quelqu'un de bien, une personne honnête. Il s'était investi énormément dans une association de foot. C'est quelqu'un qui s'investissait énormément dans la vie associative de la ville d'Antibes. Il a été pompier volontaire, il a été sauveteur en mer, toujours pour aider son prochain en fait. Très protecteur envers tout le monde. Le cœur sur la main. Audition de Nicole Rossi, police judiciaire de Nice. Lambin m'a dit qu'il avait tué le gardien d'école d'Antibes car il s'agissait d'un contrat. Dans le cadre de l'affaire Guéret, une arme de calibre 11,43 va être trouvée chez Michel Lambin. Et c'est un pistolet que Michel Lambin a cherché à modifier. Il a cherché à maquiller cette arme pour qu'on ne remonte pas au meurtre de Robert Ludy. Les experts vont déterminer de façon certaine que les douilles retrouvées sur l'assassinat de Robert Ludy ont été tirées par l'arme retrouvée chez Michel Lambin. Donc c'est un élément déterminant qui va sans doute convaincre de la culpabilité de Michel Lambin. Cette arme qui est trouvée sur la propriété ne lui appartient pas, qu'il n'a jamais eu entre les mains. Il dit que c'est Jean-Yves Guéret qui a apporté cette arme à l'époque qui avait pour but de servir dans le cadre de l'évasion. Dans le cadre d'un autre dossier, en l'occurrence un dossier de trafic de stupéfiants, les enquêteurs vont tomber sur une écoute qui concerne le neveu d'Émile Fornazari. Le neveu explique que son oncle a fait tuer Robert Ludy. Dans la conversation, on comprend que le tueur est hébergé à Cossol. Les enquêteurs se rendent compte quand même que Robert Ludy est très proche d'une certaine Séverine. Elle a été la compagne de Fornazari. Et donc ça, c'est un élément intéressant. La police va assez vite acquérir la certitude que Fornazari a mis un contrat sur la tête de Robert Ludy
qui était même pas l'amant de Séverine, qui était simplement un ami d'enfance, qui était devenu une sorte de confident. Même s'ils ont eu une relation auparavant. Florence Ludy, sœur de Robert Ludy. Il y avait plus que de l'amitié entre eux, mais c'était une amitié sincère. Émile Fornazari, il était très jaloux. Séverine, c'était sa chose. Elle n'avait pas le droit de refaire sa vie. Émile Fornazari aurait demandé à Michel Lambin d'exécuter Robert Ludy pour empêcher une liaison potentielle ou par jalousie maladive ou également, pour faire un exemple, pour que personne ne s'approche de Séverine. Michel Lambin aurait exécuté Robert Ludy sur la base d'un contrat et donc d'une somme d'argent. Ça a parlé de 50 000, après ça a parlé de 30 000, une grosse somme d'argent. Puis Lambin, ça doit lui plaire de tuer. Grâce au travail des enquêteurs, on a pu enfin avoir assez d'éléments pour renvoyer Émile Fornazari et Michel Lambin devant une cour d'assises. L'audience criminelle est ouverte. 10 ans après avoir été condamné dans le dossier de Monsieur Guéret, Michel Lambin se retrouve une deuxième fois devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Isabelle Gortina, avocate de Michel Lambin. Pour l'assassinat de Robert Ludy. Et on conteste totalement avoir commis cet assassinat. D'ailleurs, à l'époque, il indique qu'il était en plus souffrant d'une maladie très invalidante. Or, il est allé juste après les faits à Euro Disney. On apprend qu'il a fait des manèges, ce qui contredit sa version, comme quoi il serait malade et n'aurait pas pu exécuter Robert Ludy. Fornazari, lui aussi, conteste fermement toute implication. Il n'est pas du tout le commanditaire de ce meurtre. Et puis, finalement, les deux hommes sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté, ce qui est quand même une peine extrêmement lourde. Et ils vont tous les deux faire aussitôt appel. La peine est confirmée pour les deux. 18 ans et demi que j'attends. J'avais besoin de ça pour pouvoir tourner cette page. Je me suis sentie soulagée. Ça a été difficile, ces deux procès. On ne tue pas quelqu'un par jalousie, par orgueil. Mon frère, il ne méritait pas de mourir comme ça. Serait-il possible que Michel Lambin n'ait pas livré tous ses secrets ? Toujours est-il qu'il est encore soupçonné d'au moins 2 autres meurtres qui seront bientôt jugés. Un jour, en allumant la télévision, je tombe directement sur la photo de Farid. Myriam Erhajdi, sœur de Farid Erhajdi. C'est un choc émotif parce qu'entendre que mon frère a été assassiné. Je savais qu'il était recherché par la police. On n'avait plus de nouvelles. Là, tout s'écroule parce que j'avais cette attente-là de revoir mon grand frère. Mon grand frère protecteur. Et s'il n'y avait pas Nicole Rossi, peut-être que mon frère, on le chercherait encore. Farid Erhajdi, c'est un très jeune délinquant d'une cité de Nice. En 2001, il a commis un vol avec violence particulièrement sordide. Farid Erhajdi, c'est une personne qui est recherchée par la police et qui se cache. Il téléphonait, demandait des nouvelles, il a même parlé avec son frère. Hélène Elmandor, mère de Farid Erhajdi. Il a dit « J'habite chez Michel et Nicole ». Il n'a pas donné les détails, ni l'adresse, ni le nom de famille. Farid Erhajdi, c'est une personne qui est crédule. Jean-Pascal Podavoni, avocat des familles Leka et Erhajdi. Qui est pris sous l'aile de Michel Lambin, qui va le cacher aussi. Farid Erhajdi aide, Farid Erhajdi fait les courses, Farid Erhajdi va chercher Nicole Rossi quand elle revient de l'aéroport. Farid Erhajdi, c'est l'homme à tout faire. Il ne se doute pas qu'un destin sanglant l'attend. 3 détenus de la prison de Draguignan se sont enfuis spectaculairement hier. Cette évasion s'est faite par hélicoptère. Parmi les 3 évadés en cavale, le Corse Jean-Philippe Leca. C'est sa 3e évasion après Ajaccio et Bastia. Repris l'an dernier, il purgeait 10 ans de prison à Draguignan pour des prises d'otages dans la région, tout comme un autre des évadés, Émile Fornazari. C'est une évasion quand même très spectaculaire. Les 3 évadés sont récupérés dans les environs de Grasse par Farid Erhajdi, qui est un peu le chauffeur attitré de Michel Lambin. Et ce quatuor se retrouve dans la ferme du Bayou.
Alors, ils dorment dans les caravanes qui sont là pour quand la famille vient. Et de là, ils vont monter des expéditions pour récupérer du pognon. Il va y avoir des mésententes, on va dire. Et puis là aussi, on va avoir des gens qui disparaissent. Après la journée de Pâques 2001, le lundi 16 avril, Farid a déjeuné avec sa sœur et des amis et sa copine. C'était la dernière fois qu'il a été vu vivant. Nicole Rossi finit par comprendre que Erhajdi est assassiné parce que le matin, elle découvre plusieurs seaux noirs qui sont remplis d'eau et de sang, des vêtements en lambeaux, et cela avant que Michel Lambin ne lui fasse des aveux. Il aurait tiré à 2 reprises dans le dos de Erhajdi. Le corps de Erhajdi a ensuite disparu. Michel Lambin aurait tué Erhajdi uniquement pour récupérer un butin conséquent en dollars caché par Erhajdi. Par cupidité, il est prêt à tout. C'est ça le mobile du crime. C'était le trésor de Farid. C'était avec ça qu'il voulait acheter un restaurant et puis commencer à travailler et faire son avenir. Je suis sûre et certaine que c'est Michel Lambin qui a tué mon fils. C'est Michel Lambin qui a détruit le corps de mon fils. Nicole Rossi a vu Michel Lambin porter la doudoune de mon frère avec le trou d'une balle en fait dessus. Pour moi, c'est une preuve indéniable. Michel Lambin est l'assassin de mon frère. Nicole Rossi, à chaque fois qu'elle raconte quelque chose, on n'a pas de témoin. Isabelle Gortina, avocate de Michel Lambin. C'est la seule qui a vu tout ça. Alors c'est facile, on peut inventer tout et n'importe quoi, et donc c'est encore du mensonge. Ces déclarations sont tellement abracadabrantes que, à un moment donné, la justice demande même à un expert psychiatre de la voir. Parce qu'on veut savoir si cette femme est crédible, si elle a toute sa tête. Et l'expert explique que non, elle n'a pas de tendance à la fabulation. Elle est complètement crédible. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'après le meurtre de Farid Erhajdi, il y en a un dans la bergerie qui est extrêmement stressé, choqué par la scène, choqué de cette situation, c'est Jean-Félix Léka. Et du coup, Michel Lambin s'est dit que c'était pas un type fiable et que il était trop émotif et qu'il pouvait être dangereux, il pouvait parler. Il a estimé que c'était un témoin gênant et qu'il fallait pas qu'il sorte de la ferme du Bayou. D'après Nicole Rossi, Michel Lambin n'y va pas par 4 chemins. Jean-Félix Léka est terré chaque nuit dans sa caravane, avec l'angoisse qui d'ailleurs l'envahit. Le seul moyen de le tuer, c'est de tirer à travers la caravane avec une arme de poing. Je présume un 11-43. Et déclaré qu'il a fini par brûler les restes de Jean-Félix Léka de telle manière qu'on ne les retrouve plus. Lorsque l'instruction a été ouverte, il fallait évidemment des éléments matériels pour corroborer les déclarations précises de Nicole Rossi. Le seul moyen, envoyer la police scientifique avec leurs experts. Donc dans une des caravanes, derrière les garnitures, on va trouver des orifices qui ont été bouchés. Et les orifices sont vraisemblablement des orifices d'armes à feu. À l'époque, on le sait, Michel Lambin avait eu des problèmes avec les chasseurs. D'ailleurs, il râlait parce que les chasseurs avaient tiré et endommagé sa caravane. Sur les indications de Nicole, on a retrouvé dans le brasier des ossements, notamment un os d'une main qui a été coupé à la scie. Ces ossements sont dépourvus d'ADN, donc on ne peut même pas considérer qu'ils puissent appartenir à une des 2 personnes qui a disparu. Ce brasier, à l'époque, il y a eu une intervention des services des pompiers. Effectivement, si un corps avait été brûlé, ils auraient obligatoirement senti l'odeur se dégager. Jean-Félix Léka et Farid Erhajdi, c'est des voyous professionnels et Michel Lambin peut expliquer que de toute façon ils sont en cavale et que certes ils sont peut-être passés par la ferme du Bayou mais qu'ils sont repartis faire leur vie. Je crois qu'on ne s'évade pas de 2001 à 2021. Je crois qu'à un moment donné, une personne donne une nouvelle à sa famille ou est rattrapée par la justice. Jean-Félix Léka a disparu totalement de la surface de la Terre, comme Farid Erhajdi, depuis 2001.
Mon frère aurait pu être là encore au jour d'aujourd'hui si jamais Michel Lambin avait été condamné beaucoup plus tôt. J'ai de la rancune envers lui, j'ai de la haine, j'ai de la rage. Il y a une perversité, il y a un narcissisme, il y a un sadisme. C'est affreux, ça fait peur. La bergerie de Cossol, elle sort d'un film. Moi, je l'appellerais la bergerie de l'horreur, la bergerie de la monstruosité. Là où le pire a été commis, on a l'impression que les murs dégoulinent de sang. Finalement, Michel Lambin est renvoyé devant la cour d'assises pour ces faits. Michel Lambin n'est pas du tout décrit comme une personne folle. Les experts ont clairement décrit Michel Lambin comme étant pleinement responsable de ses actes, pleinement conscient. Cette affaire, elle est en cours depuis 2011, donc il y a quand même 10 ans. Ça fait 10 ans que les magistrats enquêtent. Il s'agit encore là d'un dossier qui est très léger concernant les charges qui peuvent être retenues contre mon client. Ce qu'on peut garder comme image de Michel Lambin, c'est le tueur froid. Il y a une série d'assassinats, c'est-à-dire que c'est pas des meurtres sur un coup de colère, c'est des meurtres qui sont préparés. Il y a une préméditation et on met en place un système pour aller tuer quelqu'un et l'éliminer. J'espère pouvoir un jour assister à un procès. J'espère qu'on aura des aveux parce que c'est vraiment ce qui pourrait clôturer l'histoire en se disant, voilà, il a été jugé, il est en prison, c'est bien lui qui est meurtrier de Farid. Le procès de Michel Lambin pour ces 2 meurtres doit se tenir prochainement devant les assises de Nice. Plus de 20 ans après les faits, les familles des 2 victimes attendent toujours de savoir ce qui est arrivé à leurs proches, alors que le berger continue de clamer son innocence. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.